I was always on the run, worried by what I'd become. Bonjour, je suis Déborah du blog See You Son. Mes invités sont des mamans multicasquettes, des warriors du quotidien, des femmes qui gèrent et qui galèrent comme vous, comme moi. Elles nous parlent de ce marathon aussi passionnant qu'épuisant qu'est la maternité. J'espère que leurs témoignages, leurs combats, leurs expériences vous inspireront et vous permettront d'être enfin la mère que vous avez toujours voulu être. I sing you my song. Alia Cardin est écrivain, coach et maman de 3 enfants. Elle a l'écriture sensible et le verbe franc. Alia, c'est le genre de femme qui vous lâche une petite phrase comme ça, au détour d'une conversation. Le genre de petite phrase qui vous marque pour longtemps et qui vous invite mine de rien à vous remettre en question. Quand je lui ai parlé de mon podcast et qu'elle m'a raconté qu'elle chatouillait ses enfants au lieu de les punir, je me suis dit qu'elle et moi, on avait sûrement des choses à se dire. Elle m'a reçue chez elle juste avant l'heure du repas. Ne vous étonnez pas si vous entendez des cris joyeux d'enfants derrière nous, c'est la vie et c'est ça qui est bon. Bonjour Alia, nous sommes donc chez toi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Alia, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. Mon aîné Alice a 7 ans, mon deuxième Gary a 5 ans et ma troisième a eu 3 ans il y a quelques jours, donc elle s'appelle Adélia. Et j'ai eu la chance d'épouser un mec très sympa qui s'appelle Benjamin et je crois qu'on est mariés depuis 8 ans. Est-ce que d'abord tu as toujours voulu être maman ? Est-ce que c'était vraiment un objectif de vie pour toi ? Ah oui, ça depuis toujours, mais plus que tout, former une famille. La famille était quelque chose de très très important pour moi et je rêvais d'en créer une. J'avais très fort envie d'avoir des enfants. Voilà, j'espère qu'on les entend pas trop sur la bande son parce qu'ils crient très très fort dans les autres pièces. Et après, je vais parler de ma pédagogie. Ça fait partie du et jeu. Dire combien ma pédagogie est géniale alors que mes enfants gueulent partout. J'ai rencontré le grand amour de ma vie assez tard, à 33 ans et 4 jours. Donc, je les ai eus très tardivement. Donc, j'ai eu le temps de vraiment avoir envie d'avoir des enfants, avoir envie de fonder une famille et me dire que peut-être je les aurais pas. Je les aurais jamais. Donc pour moi, c'est vrai que tous les jours, je me dis mais quel cadeau d'avoir trouvé cet homme et d'avoir pu avoir ces enfants parce que pendant quelques années, j'ai quand même cru que voilà, j'arriverais pas à former ce couple-là. Toi, ce que tu avais en tête, c'était vraiment l'idée de la famille, mais donc du coup de la famille nombreuse. Tu as 3 enfants quand même, on peut considérer maintenant une famille nombreuse. J'avais pas d'idée préconçue du tout. Par contre, mon mari avait une idée très claire. Il voulait 3 enfants. Et donc voilà, moi après le premier accouchement, j'en voulais plus qu'un. Enfin, ça me suffisait un accouchement. Et puis voilà, et après, évidemment, j'ai évidemment changé d'avis. Et si j'étais plus jeune, je pourrais même en faire 4. Mais voilà, 42 ans, je crois que c'est bien d'arrêter là. Est-ce que tu te souviens justement du jour où tu as appris que tu attendais ton premier enfant ? Oui. Je m'en souviens assez bien. En fait, c'est arrivé... moi, je pensais que j'allais avoir des années de galère à essayer puisqu'on m'avait diagnostiqué plus ou moins infertile. Et je crois que c'est arrivé après 6 semaines d'essai. Et donc, je me souviens, c'était un matin très tôt. J'ai fait le test et il était positif. Et je me souviens encore dans quel pied j'étais. Donc j'ai essayé d'attendre que mon futur mari se réveille parce qu'on n'était pas encore mariés, on avait commencé à essayer tout de suite et donc voilà, j'étais enceinte pour mon mariage civil de 9 semaines. Est-ce que du coup c'était la même surprise, la même émotion à chaque fois que le test était positif ? Eh bien en fait on a eu on a dû faire beaucoup de tests pour Alice, etc. Il y a eu quelques petits soucis et donc pour mes grossesses, pour moi j'étais véritablement enceinte à partir de 4 mois plutôt. Pour les 2 suivantes, j'ai eu une fausse couche, donc 3 suivantes, j'étais un peu plus parce que on avait rien de très très grave, mais en fait on peut parfois en tant que femme avoir des hormones enceintes qui donnent l'impression qu'il y a un gros souci et en fait il n'y a rien, mais du coup il faut attendre quelques mois pour être sûr que tout va bien, etc. Les fameux 3 mois généralement. Moi c'est plutôt 4 mois. Plutôt 4. Ouais. Et donc c'est vrai que pour Gary, je me rappelle avoir eu une émotion incroyable à 4 mois. Je suis enceinte, vraiment comme si tu le découvrais à ce moment-là, en tout cas que tu l'acceptais. Que je pouvais vraiment me réjouir quoi. À partir de ce moment-là.
Et donc voilà. Une fois ces fameux 4 mois passés, tu les as vécus comment ? Alors, mes grossesses, j'ai été malade, vraiment super fort malade pour toute ma grossesse, au moins les 5 premiers mois non-stop. Donc, et j'ai pris chaque fois 18 kilos à chaque grossesse. Et moi, je n'aimais pas spécialement être enceinte. Juste pour ma deuxième grossesse, c'était plus chouette parce qu'en fait, bizarrement, je dis c'était plus chouette, en fait, c'était pas tellement chouette à la base, mais je me suis cassé la figure à 7 mois de grossesse et donc je pouvais plus poser le pied à terre, donc j'étais en béquille pour les 2 derniers mois. Et donc, je pouvais vraiment presque pas me lever. Donc, j'ai été alitée comme ça pendant 2 mois et moi, j'ai un tempérament super actif. Et donc, je me suis dit, ça va être la cata, quoi. Enfin, comment est-ce que je vais faire 2 mois allongés Et en fait, j'ai vraiment pris... je me suis vraiment plongée après avoir rouspété pendant 2 jours. Je me suis vraiment plongée dans l'aventure et j'ai vécu ça à fond. Et je suis arrivée, mais ultra zen à l'accouchement. Et du coup, pour les 2 autres ? Pour les autres, ça s'est pas super bien passé. La première, en fait, ils m'ont laissé... ils ont pas... En fait, je trouve qu'on sait très peu de choses au premier accouchement. Et donc, moi, je savais pas, par exemple, que j'avais droit à une péridurale après une certaine ouverture. Et j'ai des contractions d'une violence, mais vraiment incroyable, au point que moi, ça provoque des vomissements. Donc, je suis pas la seule à vouloir la péridurale. Toute l'équipe la veut. Mais le problème, c'est que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, j'ai vraiment eu mal, mais pendant des heures et des heures. Et on n'appelait pas l'anesthésiste. Et donc, voilà, ils l'ont appelé vraiment très, très tardivement. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très très horrible. Et alors on m'a dit, mais de toute façon vous en avez encore pour des heures. Et puis j'ai dit, mais checkez quand même, regardez quand même où ça en est. Et puis alors ils regardent, ah non, vous êtes à dilatation complète. Et donc j'ai trouvé, et là je me suis dit, mais non, vous m'avez dit que c'est dans quelques heures, donc je ne dois pas accoucher tout de suite, c'est dans quelques heures, c'est pas maintenant. Et elle a dit, non, on appelle le gynécologue en urgence, et donc j'ai accouché quelques minutes plus tard, et c'était très soudain, je ne me sentais pas prête, j'avais souffert toute la nuit à l'hôpital, parce que c'était un accouchement provoqué en fait, donc ils mettaient des produits qui font que les contractions sont encore plus fortes. Plus violentes. Et donc, j'ai pas du tout trouvé ça hyper chouette, mais ça a été très vite. Et voilà, et quand j'ai reçu Alice dans mes bras sur moi, j'étais un peu désemparée plutôt qu'à me dire waouh, génial, etc. J'étais à me dire oh, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour être une belle mère, une bonne mère pour cet enfant. Et tu avais quel âge du coup là, à ce moment-là ? Il y a 7 ans, donc je vais avoir 35. 35 ans. Ouais. Et donc du coup, à 35 ans, même si on a l'impression qu'on arrive armé, on sait, à 35 ans, on sait déjà des choses sur la vie, a priori, on a déjà tiré nos propres conclusions sur certaines choses. Donc est-ce que tu t'es sentie vraiment vulnérable à ce moment-là ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Alice, je crois que l'accouchement avait été assez violent à cause des contractions avec le produit, etc. Et l'ocytocine, moi j'ai l'impression que ça... je vois souvent un parallèle entre ocytocine et après reflux. Alors, peut-être c'est parce que les contractions sont très violentes ou je ne sais quoi, mais en tout cas, Alice a pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mon lait venait pas. Et donc, c'est une enfant qui pleurait énormément et que j'arrivais pas à pouvoir réconforter. Et donc, après, on a su qu'il y avait des problèmes de reflux, des machins, etc., des problèmes aussi ostéopathiques. Mais à l'hôpital, on nous a pas dit, écoutez, ça peut être du reflux, donc tenez-la en position debout. On va lui donner un biberon si elle a vraiment faim. Tu t'es pas senti bien conseillé, quoi. Moi, non. Non, j'ai pas eu l'impression que je tombais, sauf sur une sage-femme qui était super chouette et le dernier jour qui m'a expliqué plein de choses. Et ça, c'était vraiment gai. Moi, je buvais ses paroles. Mais sinon, j'aurais voulu peut-être qu'on parle de l'existence de ce reflux ou du fait que c'est important de consulter un ostéopathe. Parce que je crois que Alice, qui est une petite fille vraiment très douce, très calme, je crois qu'elle souffrait à ce moment-là et qu'on n'arrivait pas à identifier sa souffrance. C'était peut-être juste de la faim. Mais alors dans ce cas-là, peut-être qu'un petit biberon, mais je crois qu'ils ont peur de mettre en péril l'allaitement. Voilà, mais bon, maintenant à refaire, honnêtement, je charge mon mari d'aller chercher une tute, je lui donne un biberon, je continue l'allaitement, je persévère, je sors de l'hôpital direct, je l'emmène chez un ostéo, je ferai tout à fait différemment.
Ouais. Vraiment. Bon, après, il y en a 3 maintenant, donc tu sais comment ça se passe. Je crois qu'en tant que mère, l'apprentissage est vraiment infini. Donc, on ne sait jamais, je trouve. On ne sait jamais tout. Et moi, encore tous les jours, j'apprends des choses. Sur toi ou sur eux? Sur les deux. Et je trouve que c'est vraiment... La maternité pousse à l'humilité, une humilité très grande, parce qu'on se rend compte que le monde, l'univers de la relation aux enfants ou de sa relation à soi en tant que mère, en tant que femme est infini, et qu'on peut toujours l'explorer plus, qu'on peut toujours découvrir une manière encore plus juste d'être avec soi-même, d'être avec ses enfants. Je trouve que la maternité, c'est vraiment la recherche d'un équilibre au jour le jour, quoi. J'ai toujours l'impression qu'en fait on parle beaucoup des grossesses, des accouchements et puis plus rien. Ouais. Comme si... Bon voilà, maintenant il a grandi, c'était mignon, il était bébé, maintenant il nous intéresse un peu moins. Moi j'ai justement envie de parler de l'après. Qu'est-ce que tu as préféré déjà toi comme période? Alors moi j'ai 3 enfants qui ont eu du reflux. Donc il n'y a pas eu le petit cocon. La période cocon, c'était... Voilà, c'était surtout une période, bon, si on trouvait des solutions pour pouvoir dormir la nuit, pour que l'enfant se sente mieux, etc. Même si c'est... Voilà, j'ai eu des bébés magnifiques que j'ai aimés, que... Voilà, mais je trouve personnellement que ça devient encore 10 000 fois plus fun à partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin... cet échange, cette relation qui se crée. Moi, je me suis sentie plus à l'aise, et je crois que c'est vraiment le reflux qui a beaucoup déterminé ce goût-là. Peut-être que j'aurais tout autant apprécié la première phase si on avait des enfants qui dormaient plus la nuit. Quelle maman tu imaginais être? Est-ce que tu avais déjà des idées, des principes que tu voulais absolument instaurer dans ton éducation, dans ta relation avec tes enfants? Et est-ce que finalement, ces principes-là, ce à quoi tu pensais, correspondent à ce que tu as appliqué? Je m'étais rêvée avec un métier donc, qui me permettrait d'être fort présente aux enfants, maintenant quand j'y repense. Et là, en tant qu'écrivain, j'arrête d'écrire à 15h pour aller chercher à l'école, et je prends les congés scolaires avec eux. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que cette vision est en droite ligne avec ce que j'avais imaginé. Par contre, je pensais que c'était beaucoup plus simple, les bébés, et que c'était beaucoup plus facile qu'ils dormaient, on les mettait dans un lit, ils dorment. Et ça, j'ai vraiment expérimenté autre chose. Mais maintenant, avec des enfants grands, je m'étais pas fait trop d'idées de la façon dont les choses iraient avec des enfants plus grands. Donc voilà, là, je suis pris dans ce fameux flux, dans ce fameux mouvement. Oui, et donc, j'ai pas tellement... Et puis, après la naissance du premier, j'ai jamais eu le temps de vraiment réfléchir à ce que ça donnerait. Vu qu'ils se sont bien enchaînés. Voilà, ils se sont bien enchaînés. Toi, ta méthode d'éducation, tu l'appelles l'éducation créative. En fait, mon idée, ce que je remarque, ce que je fais, c'est plutôt quand tu m'as posé la question, j'ai commencé à réfléchir à ce que moi, je mettais en place ici à la maison. Et en fait, je suis quelqu'un qui adore apprendre. J'adore. Moi, que ça soit un nouveau sujet ou que ça soit sur comment être une mère heureuse ou bien en tout cas avec les enfants, comment être en relation avec les enfants, comment leur permettre, les accompagner sur le chemin du bonheur, etc. C'est tous des thèmes qui m'intéressent énormément, et j'adore apprendre soit en lisant mais aussi en expérimentant beaucoup de choses et jouer avec tout cela. Et donc j'ai réalisé que en fait ce que je faisais, c'est que j'avais pas à la base une pédagogie, voilà, je veux appliquer ça. Donc, je sais pas, par exemple, on parle beaucoup de Montessori ou pédagogie bienveillante, etc. Je me suis pas dit, voilà, il faut que ça soit comme ça. Mais j'ai plutôt ressenti que j'évolue et mes enfants évoluent en permanence. Et donc, que cette pédagogie est tout le temps en évolution aussi. Je donne un bête exemple. Il y a quelques mois, j'ai réalisé que j'aimerais bien ne plus jamais hausser le ton sur les enfants. Déjà, il n'y avait pas vraiment de punition à la maison. Il n'y a qu'une seule punition que je dis, si je t'en parlerai. Mais je me suis dit, voilà, en fait, quand j'hausse le ton, de toute façon, ils n'en ont rien à cirer. À ce stade de leur vie, là, à 3, 5, 7, ça me fait mal à la gorge. Et pour moi, c'est pas un chouette moment. Et c'est quelque chose qui, moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas hausser le ton. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient facilement si on répète
15 fois la même chose. Et à un moment, à la 6e fois, ben voilà, c'est énervant. Et je me suis dit, ben tiens, ça sera... Oui, c'est surtout ça, j'avais lu un livre de Siegel, donc, qui est un Américain qui parle du développement du cerveau des enfants. Et j'avais lu aussi, je m'étais replongée dans Catherine Gagen qui écrit aussi sur le cerveau des enfants. Et je m'étais dit, voilà, même si je hausse le ton un tout petit peu, même si c'est rien de très grave, sur le développement du cerveau, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas génial, donc je ne vais plus le faire. Et donc, j'ai mis en place plein d'autres stratégies pour y arriver, plus de la prévention, enfin plein de choses, et ça marchait vraiment bien. Et puis, j'ai lu l'autre jour, je crois il y a 2-3 jours, dans un livre de Filiosa, qu'elle explique que si on a de la colère en soi et qu'on la refoule pour justement ne pas créer sur les enfants, ben les enfants la sentent et alors l'expriment eux-mêmes. Et donc la vivent, mais alors c'est un peu... c'est pas agréable pour les enfants. Presque à ta place, quoi. Oui, mais c'est pas agréable parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, mais en même temps, on l'exprime pas, donc c'est vraiment doublement nocif, quoi. Eh bien, j'avais pas du tout mesuré. Bon, il m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois de refouler, mais les autres fois, en fait, mes stratégies fonctionnaient bien, donc ça marchait bien. Mais j'avais pas du tout mesuré que ne pas crier pouvait être nocif. Et donc c'est ça que je veux dire par pédagogie créative, c'est que à un moment X, je découvre ça, je me dis génial, etc. Mais à un moment ultérieur, je peux me dire ah oui, mais maintenant il faut quand même l'aménager parce que c'est très important que voilà. Enfin, je trouve que on découvre tellement de choses au fur et à mesure que avoir une pédagogie complètement statique avec des enfants en plus qui grandissent. Enfin, moi, oui, il faut pas être figé, quoi. Voilà. Il faut pas rester sur ses acquis, ses positions en permanence en se disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. C'est toujours autrement. Voilà. Et je trouve à ce niveau-là que être connecté à son intuition, son ressenti, son instinct maternel, enfin, aide vraiment pour créer ce qui nous paraît juste avec la famille qu'on a. Donc par exemple, je disais, moi j'ai une seule punition depuis toujours, à peu près, j'ai jamais mis, je crois, vraiment un enfant au coin, mais la punition que j'avais trouvée depuis toujours et qui moi me paraissait quelque chose de bien, j'avais pas lu dans un livre, mais je sais pas pourquoi c'était venu comme ça un jour, c'était qu'un enfant n'est pas sage ou qu'un enfant n'accepte pas ou boude ou je le chatouille. Donc là, c'est la punition. Et je dis, et si jamais tu redeviens pas sage, mais je dis ça sur ce ton-là, je chatouillerai jusqu'à ce que tu fasses pipi dans ta culotte même. Et alors du coup, ça les fait marrer. Et alors, en fait, ça redirige l'énergie dans autre chose. Ça les change ramène. d'humeur, en fait. Ça shift. Et on est de nouveau dans une relation, on peut communiquer. Et donc, c'est chouette comme punition, en fait. Voilà. Et en fait, ça marche super bien. Honnêtement, je trouve que ce qui est chouette aussi quand on se dit voilà, je fais une pédagogie créative, je fais comme je le sens, etc. C'est de voir est-ce qu'à l'école j'ai un feedback qui me dit que mon enfant se comporte plus ou moins bien, respectueux des autres, etc. Parce qu'évidemment, si l'enfant fait n'importe quoi à l'école et ne connaît pas les limites, etc. Alors il faut remettre en question la pédagogie. Donc ça, à ce niveau-là, le feedback était très positif. Même, ils ont l'air beaucoup plus sages encore. Ouais, avec les autres qu'avec toi. Voilà. Classique. Absolument. Des stratégies pour ne pas crier, quelles sont-elles ? Je pense que ça va en intéresser plus d'une. Alors, d'abord, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les mamans qui travaillent tard parce que je crois que c'est très compliqué de vivre bien sa maternité quand on travaille beaucoup, etc., qu'on n'a peut-être pas l'énergie et je pense qu'il faut, c'est un des trucs dans lesquels je crois le plus, c'est d'être doux avec soi-même et de faire des choses dont on se sent capable. Donc ne pas se mettre un objectif comme ça si on n'a pas le temps de le mettre en place, si on n'a pas réfléchi à comment on allait faire différemment. Donc ne pas, justement, comme je disais tout à l'heure, refouler, etc. Moi, j'avais le temps. J'avais d'ailleurs envie d'un 4e enfant, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que je suis trop âgée. Et je me suis dit, tiens, puisque je suis trop âgée, autant faire ce 4e enfant dans les 3 premiers. Donc, c'est-à-dire réexpérimenter ma maternité différemment. Et c'est là que m'est venue l'idée, je vais poursuivre cet objectif de plus jamais hausser le ton. Et donc, la façon dont j'ai fait les choses, c'est d'abord, j'ai expliqué aux enfants mon objectif. Je dis, moi je trouve que ça va pas, j'ai plus envie d'hausser le ton sur vous. Mais c'est vraiment une question de collaboration. On va devoir fonctionner ensemble vers cet objectif parce que
toute seule, je ne suis pas sûre d'y arriver. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est important? Ah oui, super, génial, très bien, on était tous d'accord sur l'objectif. Et j'avais lu un truc génial que j'ai vraiment adoré. Je crois que c'était dans Catherine Guéguen. Il disait, voilà, si vos enfants sont en train de se battre, sont en train de se chamailler, arriver et leur crier dessus, évidemment, c'est pas le bon truc. Ça, je faisais déjà pas. Mais moi, je faisais plutôt le deuxième truc qui était tout aussi mauvais. Il disait, voilà, si vous restez calme et qu'après vous leur faites la morale, alors les enfants, donc, il ne faut pas se taper dessus, ils en ont rien à casser. Et donc, c'est tout aussi inefficace. Et en effet, c'est peut-être pas spécialement efficace. Ils disent, voilà, ce que vous devriez faire, c'est prendre des marionnettes et rejouer la scène. Et ça capte directement l'attention des enfants. Et donc, ce que je faisais, je prenais les marionnettes et je rejouais la scène, mais en étant très proche de leur comportement, mais en me récupérant la dernière minute. Ça veut dire donc qu'ils avaient chacun leur marionnette avec leur nom. Et donc, voilà, par exemple, si j'étais Gary, je vais te tuer, mais je vais essayer de respirer une fois profondément avant de le faire. Ah oui, mais en fait, je t'aime bien aussi quand même. Comment on pourrait faire? Et alors, donc, on rejoue et on imagine une autre fin que de se taper dessus. Et ça les faisait vraiment rire, et les marionnettes, c'est vraiment... ça les emmenait tout à fait dans autre chose, et j'ai trouvé que l'effet était vraiment bluffant, parce que je crois que le lendemain, la première fois que j'ai fait ça, ma petite dernière a cassé le bricolage que mon fils avait ramené fièrement de l'école, donc c'était un truc en verre, il a explosé sur le sol. Et mon fils la première réaction qu'il a eue, alors que moi j'allais être un peu énervée à l'idée de devoir enlever tout le verre, il a respiré comme ça, il a dit, je sais bien que t'as pas fait exprès, Adèle, on refera ce bricolage. Et là, waouh, il est plus loin que moi déjà. Et donc, éponges, quoi. C'est vraiment des éponges. Et ils s'apprennent tellement vite, quoi. Ouais, c'est ça qui est vraiment fascinant. Quand on passe beaucoup de temps avec eux, on se rend compte qu'ils nous dépassent comme ça en 5 secondes. Ils sont tellement disposés. En fait, pour moi, un enfant, c'est un être naturellement bon. Et si on fait plus ou moins bien les choses, ça continue comme ça. Et je ne crois pas dans les enfants qui sont difficiles ou qui sont capricieux. Ouais, ça, je ne crois pas du tout. Honnêtement. Et j'ai vécu la phase du non avec tous mes enfants, donc je passais je crois que de toute façon c'est une phase d'apprentissage spontané chez eux. Ils sont obligés de se confronter à toi et à ton autorité, ça fait partie du package, quoi. Quand tout à fait. Mais j'étais scotchée de nouveau, quand j'ai lu ce livre français sur le développement du cerveau, d'apprendre que le cerveau de l'enfant n'est pas complet, donc il n'a pas toutes les parties du cerveau qui lui permettent de se rassurer, de réguler ses émotions. Et donc, quand on laisse pleurer un enfant pendant la nuit, ils vont dire, allez, il devrait apprendre à se rassurer, mais en fait, il n'a pas encore les capacités. Et je crois que c'était un podcast que j'avais entendu, il disait vraiment... on doit jouer cette partie du cerveau que l'enfant n'a pas encore. Donc tout ce qui est préfrontal, etc., tout ce qui permet de réguler les émotions, on doit leur apprendre petit à petit à compléter leur cerveau avec cette partie du cerveau-là, et donc nous jouer ce rôle-là. Tu me disais que tu avais beaucoup d'empathie pour les mamans qui travaillent tard, parce qu'on est quand même d'accord, ce type de méthode, il faut avoir un peu de temps. Tout à fait. En tout cas, je trouve que c'est important de faire ce pourquoi on se sent prêt intérieurement. Moi, c'était important pour moi, pour certaines raisons, de faire ça. Parce que aussi, j'avais pas envie de ce 4e enfant, et c'était ma manière de faire ce 4e enfant. Parce que je m'étais dit, je veux un 4e enfant parce que maintenant, j'ai compris tellement plus de choses, je veux au moins bien faire depuis le début, quoi. Et voilà, comme c'est pas possible, c'était un peu ma manière de pouvoir l'avoir, ce 4e enfant. Donc, c'était important pour moi d'explorer plus loin. Maintenant, je ne suis pas du tout spécialisée dans l'éducation. Je fais ce que je sens, et je crois que c'est la même chose pour toutes les mamans. Évidemment pas des violences physiques, etc. Donc non, bien sûr, mais de savoir ce pourquoi on est prêt, et ce qu'on est prêt à mettre en place en fonction du temps qu'on a, de l'énergie qu'on a. Le papa dans tout ça, est-ce que le papa il a tout de suite adhéré à toutes ces idées-là? Au chatouille, par exemple, à la place de la punition et tout, il s'est dit ok, vas-y, je te suis. Comment ça s'est passé? Oui, là, c'est vrai qu'on a très peu, on n'a jamais de discussion sur l'éducation des enfants.
il me suit assez fort, en fait, naturellement, sur tous ces plans-là. Enfin, Donc, ça veut pas... dire que lui, s'il punit les enfants, il le fait comme toi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Parce que ce serait bizarre pour eux d'avoir vraiment Ouais, quelqu'un qui chatouille et quelqu'un qui met au coin. Ouais, mais je crois que ça lui a plu, ce côté jouer, etc. Et puis, les enfants sont... Enfin, ils trouvent, je crois que ça leur réussit bien. Et donc... Tant que les résultats sont là, on va dire. Voilà. Ouais, il était assez confiant. Voilà. Est-ce que du coup, ta méthode d'éducation, on la classe quand même, je suppose, dans les méthodes d'éducation qu'on dit bienveillante? Oui, sans doute. C'est un terme qui peut énerver. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Et est-ce que, voilà, par exemple, est-ce qu'on a déjà formulé des critiques envers ta façon de faire? C'est-à-dire, par exemple, le fait de ne pas crier, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui doivent se dire oui, enfin bon, pas crier, elle est gentille, mais parfois on ne sait pas faire autrement. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça aussi. Est-ce qu'on a déjà formulé des critiques à l'encontre de ta façon de faire avec tes enfants? Et si oui, comment tu réponds, simplement? Eh ben, écoute, jamais. Jamais? Je sais pas, peut-être que les gens ont peur de moi, mais j'en sais rien. Non, mais je n'en parle que si on vient me demander conseil ou voilà, je vais pas dire... tu n'imposes pas ta vision non plus. Je vais pas spécialement en parler, c'est juste, voilà, souvent... certaines mamans savent que je lis beaucoup, que j'explore beaucoup et me demandent parfois, mais c'est pas quelque chose... non, et c'est vrai, j'ai jamais eu aucune remarque. C'est que tu es entourée de gens respectueux. Oui, ça c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ça c'est chouette. Ta méthode d'éducation, c'est quelque chose aussi que tu essayes un petit peu t'essayes de donner des petits trucs et astuces aux femmes qui viennent te voir et qui cherchent un coaching justement dans l'éducation de leurs enfants, par exemple. C'est quelque chose que tu leur proposes? C'est pas ce que je propose de prime abord, mais si ça vient, si le sujet vient, pourquoi pas. Mais d'habitude, les coachings sont centrés sur d'autres objectifs parce que je me présente pas, je ne suis pas coach parental, donc voilà. Mais si la personne vient, je proposerai par exemple un livre qui me semble bien abordé, parce qu'il y a plein de livres qui sont absolument géniaux, et je trouve que c'est vrai, souvent avec la crise des 2-3 ans, on entend tous les parents qui disent mon enfant est très difficile, etc. Le Terrible 2, voilà, et le Teenager, voilà. Et je trouve que Philosa, elle a bien compris comment approcher cette période-là, et c'est vrai que quand on l'applique, ça marche super bien, avec tout le temps offrir le choix aux enfants. Tu veux mettre la jambe gauche du pantalon d'abord ou la jambe droite du pantalon? C'est des trucs tout bêtes, mais en fait ça permet de calmer les choses. Ma troisième vit beaucoup mieux sa crise des 2-3 ans que les 2 précédents, j'ai l'impression. Est-ce que ça marche justement de la même façon sur les 3? Oui, ils sont tous les 3 réceptifs, mais c'est vrai que les 2 filles sont peut-être plus sont peut-être plus conciliantes, et mon deuxième, c'est pas qu'il est pas conciliant, mais il est très indépendant, très autonome, il a plein d'idées. Et donc voilà, c'est juste qu'il a une idée et donc il m'a peut-être même pas entendu, et donc voilà, mais bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il rejoint aussi les 2 filles. Je trouve que c'est des enfants qui collaborent très bien. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est chouette. C'est cool. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi d'être maman? C'est infini, je trouve, les apprentissages. J'apprends tous les jours. D'abord, ça m'a appris la joie profonde. Franchement, ils me rendent super heureuse. Enfin, j'étais déjà assez joyeuse, mais ici, c'est vraiment une joie profonde. Ils m'apprennent à être dans l'instant, dans le présent. C'est vrai qu'ils ramènent tout le temps au présent, et quand je suis avec eux, on ne peut être que dans le présent. Et donc... ouais, apprendre à être dans le présent, apprendre à explorer, à essayer d'autres choses. On apprend tellement de choses tous les jours que c'est difficile d'en citer. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir, que ça soit sur la grossesse, sur l'accouchement ou sur l'éducation des enfants, et qu'on ne t'a pas dites et que tu regrettes en fait de ne pas avoir su? J'aurais aimé plus être patiente avec moi-même. Plus être douce avec moi-même, plus prendre de temps pour moi, parce que je crois que je suis encore fort, mais soit dans mon travail parce que ça me passionne, soit avec les enfants, mais de me ressourcer moi toute seule, j'ai pas encore suffisamment de réflexe, et je crois aussi que dès le début j'avais pas suffisamment de réflexe. J'étais fort directement tournée vers l'une ou l'autre chose, quoi. Et donc, j'aurais aimé savoir que c'était important, mais comme le masque à oxygène, quoi. Dans l'avion, c'est d'abord de se mettre à soi-même, et puis après de se tourner vers les autres. Et ça, je crois que j'ai encore
justement avancer sur ce point-là, savoir vraiment quel est le bon équilibre. C'est intéressant ce que tu dis, le masque à oxygène, on le met d'abord à la maman avant de le mettre à l'enfant. Ouais. Et on a tendance à faire l'inverse, en fait, dans la vie, à faire passer d'abord son enfant avant soi. Ouais, et puis parce qu'il crie souvent très fort aussi. Donc ça attire l'attention, on est là, il faut régler ça. Justement, c'est quoi tes conseils par rapport à ça pour trouver du temps pour soi? Moi, j'ai justement écouté les podcasts, donc sans doute celui-ci. Il y avait aussi en France Nouveau Chapitre. J'aurais voulu écouter ce podcast il y a 7 ans. Ça m'aurait tellement soutenue pendant ma grosse... Enfin, plutôt pendant les premiers mois avec un enfant. C'est tellement intéressant d'entendre les autres femmes raconter leur histoire, parce que c'est vrai que souvent on se sent seul au monde, se dire mais je ne sais pas comment réconforter ce bébé ou trouver le bon médecin, etc. Et en fait, on réalise vite qu'on est toutes... Enfin, on est en tout cas très nombreuses dans cette situation-là, et voilà, d'être douce avec soi. Moi, c'est ça que j'aurais voulu plus être, plus dire voilà, mais oui, mais tu fais de ton mieux. C'est pas de ta faute si on trouve pas tout de suite ce qu'elle a. Voilà, l'indulgence, quoi, envers soi-même. Ouais, douceur même, plus qu'indulgence. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à celles qui sont en train d'envisager de faire un enfant, qui sont enceintes, qui sont sur le point d'accoucher, qui ne savent pas dans quoi elles mettent les pieds? Lisez les livres de Catherine Guéguen et de Siegel, parce que j'aurais voulu les lire il y a 7 ans aussi, de Filiosa. C'est vraiment les 3 auteurs, je trouve. On devrait les offrir à la maternité. Parce avec que le thermomètre. Ça fait gagner tellement de temps. Et soyez douce avec vous-même. Soyez douce avec vous-même et demandez de l'aide. Communiquez avec les autres. Ouvrez-vous, montrez-vous vulnérable. Voilà, tout ça, vraiment être proche des autres, de vos amis, de votre famille, et pour avoir l'énergie et l'amour pour grandir avec vos enfants, quoi. Eh bien, je pense que c'est une bien jolie façon de terminer. Merci beaucoup, Alia. Merci d'être là. Merci, et que tout aille bien.